Rokiro est un perdant, enfantin et imbu de lui-même, sans amis, qui est toujours moqué par tous les autres élèves de sa classe car elle ne parvient pas à se trouver une petite amie. Peu importe à quel point il essaie, elle semble toujours le rejeter. Mais après avoir sauvé une belle exorciste surpuissante qui est tombée du ciel dans la ville animée du Japon, il découvre qu'il est celui destiné à devenir le dieu de tous les exorcistes. Il montre alors à tout le monde ses véritables pouvoirs, choquant ainsi tous ses camarades d'école. Nous sommes en 2016 et un sorcier de Jujutsu aux cheveux blancs et aux yeux bleus ne sera pas populaire avant 4 ans. Le monde est rempli de personnes souffrant d'anxiété, de dépression et de pauvreté. Toutes ces belles choses se rassemblent dans un univers alternatif appelé Magano et donnent naissance à des esprits maléfiques appelés impuretés. Ces impuretés se nourrissent souvent de ces émotions négatives et deviennent de plus en plus puissantes, jusqu'à être capables de chasser les gens dans le monde réel. Pour les combattre, les humains ont un groupe de personnes spéciales appelées exorcistes. Rokiro est l'un de ces exorcistes, qui a abandonné l'idée d'être le protagoniste de son monde et a commencé à chercher une petite amie comme le simp qu'il est. Un jour, il propose à une fille, mais elle le rejette en lui disant de d'abord se regarder dans le miroir et de s'excuser auprès de lui pour avoir fait réfléchir son visage laid. En entendant cela, il commence à pleurer et s'enfuit, seulement pour percuter son ami d'enfance Mayura, qui lui dit d'arrêter d'être un simp. Juste à ce moment-là, il voit un groupe de tyrans s'en prendre à un petit garçon. Rokuro intervient pour le sauver, mais malheureusement pour lui, il trébuche sur lui-même et finit par tomber en avant contre un poteau, s'embarrassant devant tout le monde. Pendant ce temps, une jeune fille, qui est la prochaine héritière de la maison Adoshino, nommée Benio, rentre chez elle en train après l'école. Soudain, les lumières à l'intérieur du train s'éteignent et des impuretés semblables à des monstres commencent à attaquer de l'extérieur. Son esprit lui murmure à l'oreille que si elle n'agisse pas tout de suite, il y aura des victimes. Entendant cela, elle se lève et utilise un charme en papier pour invoquer la porte vers le Magano et commence à s'occuper des esprits de chair à canon. D'autre part, nous voyons un vieux bonhomme dans le dortoir de Rokuro, utilisant ses pouvoirs sur une cuillère pour localiser les impuretés à la gare. Ils vivent tous dans le dortoir Saika, qui est l'un des nombreux endroits qui abritent des cadets en formation pour devenir des exorcistes à part entière. Le vieil homme s'appelle Zenkichi et après avoir appris l'attaque des impuretés, il dit aux cadets Ryogo, Atsushi et Shinosuke de se préparer à l'attaque. Ils s'équipent tous et disent à Rokuro de les rejoindre aussi, mais il dit qu'il ne veut plus être un exorciste et s'enfuit simplement. Ryogo et les autres le laissent derrière eux, et Atsushi se plaint de la façon dont le vieux bonhomme gâte encore Rokuro comme un enfant et le couve. Mais Ryogo intervient et explique que Rokuro est en réalité Sasuke Uchiha de cet anime, et qu'il est le seul survivant de l'incident tragique du dortoir Inatsuki qui a eu lieu il y a 2 ans. Pendant ce temps, Bonio est occupée à nettoyer le sol avec toutes les impuretés attaquantes. Elle utilise ses mouvements rapides et flexibles et les élimine tous. Mais à la fin, elle se sent trop faible pour bouger et finit par tomber du ciel une fois la bataille terminée. Alors qu'elle tombe, la porte vers le monde réel s'ouvre sous elle et elle se retrouve directement en route vers la rivière sous le pont. Heureusement, Rokuro se trouve à ce moment-là en train de bouder près du même pont et il la voit tomber. Il saute et essaie de la saisir, mais il oublie qu'il ne peut pas voler dans cet anime, et ils finissent tous les deux par tomber. Après cela, ils nagent tous les deux jusqu'à la rive de la rivière et Rokuro, étant le simp qu'il est, se perd dans sa beauté. Juste à ce moment-là, la fille sort une petite carte et lui dit qu'elle veut aller là-bas. Cela ressemble à un endroit près de la station Narukami, alors il décide de l'accompagner lui-même. Sur le chemin, la fille pointe une confiserie et dit qu'elle a faim mais qu'elle n'a pas d'argent. Rokuro sort immédiatement son portefeuille et lui dit de s'en procurer un elle-même. Elle finit par dépenser tout son argent d'un coup pour Someagi et elle lui souffle dessus quand il essaye d'en prendre un pour lui. Après cela, il continue à marcher pour trouver l'endroit où Benio veut aller. En chemin, il voit un couple d'enfants disparaître soudainement dans les airs. Benio réalise que cela doit être l'œuvre d'une impureté et ouvre un portail vers Magano, entraînant Rokuro avec elle. Une fois à l'intérieur, Benio sauve les enfants en tranchant la tête du monstre, mais ensuite elle se retrouve entourée par une multitude d'entre eux. Elle sort ses talismans en papier et active sa capacité d'amélioration corporelle, ce qui lui confère un énorme bonus de statistiques, lui permettant de les couper tous en un clin d'œil. Après cela, elle se rend auprès de l'enfant et la soigne avec un autre talisman. Mais alors un monstre massif ressemblant à une araignée apparaît et les menace. Benio l'attaque, mais le monstre la renvoie au sol comme une mouche. Elle donne alors un talisman de portail à Rokuro et lui dit de sortir d'ici avec les enfants. Pendant qu'elle retient le monstre, Rokuro lui dit qu'elle ne pourra pas le vaincre et qu'elle devrait fuir avec eux. Mais elle répond qu'elle est forte et qu'elle vaincra toutes les impuretés dans ce monde. Avec cela, elle replonge dans le combat, tandis que Rokuro commence à repenser à son passé. Alors qu'il traverse son histoire en flashback, Benio se fait battre et utilisé comme une serpillière pour nettoyer le sol de Hogano par le monstre énorme. Quand tout espoir semble perdu, Rokuro fait un pas en avant et décide finalement de faire un exorcisme. Il dit à Benio qu'elle s'est fait battre trop rapidement pour quelqu'un qui prétend être assez forte pour vaincre toutes les impuretés.
Puis il sort son charme noir unique et active ses capacités, transformant son bras en celui d'un puissant démon. Il pointe ensuite ses doigts vers le monstre et le frappe comme Saitama, le réduisant à une masse de néant d'un seul coup, surprenant Benyo par sa force. Benyo le confronte et dit qu'elle n'a jamais vu un pouvoir comme celui-ci, mais Rokuro lui répond que c'est une malédiction et non un pouvoir dont on peut être fier. Pendant ce temps, nous voyons un maniaque aux cheveux blancs regarder dans le feu, alors qu'il prophétise que Rokuro et Benyo seront les exorcistes julots de Magano. Rokuro dit à Benyo de ne dire à personne qu'il a combattu aujourd'hui. Il ajoute qu'il ne veut plus être exorciste, ce qui la rend vraiment en colère. Elle lui marche sur le pied avant de les ramener tous deux dans le monde réel, puis s'éloigne en pensant à quel point elle ne l'aime pas. D'un autre côté, Rokuro se souvient qu'il a oublié son sac dans la rivière et il retourne le récupérer avant de finalement rentrer au dortoir. Une fois de retour, il remarque le vieil homme et tout le monde entourant Benyo, la traitant comme une sorte de princesse. Il leur demande ce qu'elle faisait là et le vieil homme répond qu'elle va rester dans leur dortoir aussi, donc il devrait être gentil avec elle. Rokuro commence à répliquer, mais le familier de Benyo se manifeste et saute à son visage pour avoir parlé mal de son maître. Il se présente comme Kinako et dit que quiconque s'en prend à Benyo devra d'abord faire face à lui. Rokuro, agacé, retourne simplement dans sa chambre. Le lendemain matin, Benyo se réveille à 5 h du matin et entre dans la chambre de Rokuro pour le réveiller. Elle lui dit qu'elle veut qu'ils aient un match d'entraînement amical car elle veut voir qui est le meilleur exorciste. Rokuro répond qu'il s'en fiche et qu'il ne veut de toute façon pas devenir un exorciste. Juste à ce moment-là, Ryogo annonce qu'ils ont localisé une autre attaque d'impureté et qu'ils vont sortir pour s'en occuper. Rokuro pousse Benyo hors de sa chambre et dit qu'il ne retournera jamais dans Magano et ferme la porte. Benyo y réfléchit un moment puis dit à Ryugo qu'elle les aidera aussi dans la mission. Dès qu'ils arrivent à Magano, Benyo utilise ses sorts et commence à attaquer le monstre de grenouille géante Sol. Elle s'en débarrasse rapidement tout en pensant à Rokuro et à sa décision de ne pas devenir un exorciste malgré sa grande force. Après la bataille, Ryugo demande à Benyo si Rokuro a combattu des impuretés l'autre jour. Sur le chemin du retour, il explique qu'il est l'ami d'enfance de Rokuro et qu'il a déménagé au dortoir de Seika il y a 5 ans. Rokuro a déménagé là 3 ans après lui, mais quand ils se sont revus, il avait déjà abandonné l'idée de devenir un exorciste. Il dit alors que peut-être Benyo peut le ramener à ce qu'il était, car il sait à quel point il est fort et talentueux. Avant, il parlait de devenir le plus puissant exorciste et de vaincre toutes les impuretés, et c'était à ce moment-là qu'il avait l'air le plus heureux. En entendant cela, Benyo compare cela à son propre désir de faire les mêmes choses qu'il disait autrefois et se demande ce qui lui est arrivé pour qu'il change ainsi. Plus tard dans la journée, Rokuro tombe accidentellement sur Benyo en train de prendre un bain, puis s'enfuit d'elle alors qu'elle essaie de le trancher en deux avec une épée. Alors qu'il sort en courant, il heurte le type aux cheveux blancs qui a l'air un peu idiot et qui s'avère être le chef de tous les exorcistes, Arima. Il lui demande pourquoi il se promenait comme un SDF nu, et il répond qu'il a rencontré une fille sur son chemin qui avait un petit ami gangster qui lui a mis une raclée et lui a pris tous ses biens. Il dit ensuite qu'il est là pour faire une annonce spéciale et demande au vieux de rassembler tous les chefs des exorcistes dans la salle des 5 miroirs. La salle s'avère être un lieu de rassemblement souterrain sous le sanctuaire local, et une fois qu'ils sont tous là, Arima annonce qu'il a reçu un oracle selon lequel Miko va bientôt naître. Miko est le titre d'un sorcier qui aura un pouvoir infini et est destiné à purifier le monde entier de toutes les impuretés grâce à ses compétences exceptionnelles en exorcisme. Il dit ensuite qu'ils ont 2 enfants qui ont le potentiel de devenir Miko et appelle Benyo et Rokuro sur scène. Il leur dit alors de se battre comme s'ils voulaient se tuer et que le gagnant obtiendrait le titre. Rokuro lui dit d'arrêter de raconter des histoires et qu'il ne veut pas être un exorciste en premier lieu, mais Benyo voit cela comme une opportunité de le combattre sérieusement et commence le duel. Au début, Rokuro la laisse le pousser, mais Haruma commence à le taquiner, en disant comment ses amis sont morts parce qu'ils étaient faibles, mais lui ne l'est pas, alors il devrait revendiquer ce qui lui appartient de droit. La corruption l'affecte alors qu'il se souvient de son passé, active son pouvoir et commence à repousser Benyo. Cela surprend tout le monde, car ils ne s'attendent pas à ce qu'un gamin sans nom comme Rokuro repousse le prodige Benyo. Rokuro essaie de se calmer et lui dit de simplement arrêter tout ça. Mais Benyo se remémore les funérailles de ses parents et libère son pouvoir caché avant de submerger Rokuro avec des attaques à grande vitesse. Rokuro décide de devenir un peu sérieux aussi et la contre-attaque. Il semble qu'ils vont tous les deux se frapper avec leurs attaques finales, mais Haruma utilise un charme en papier spécial qui dissipe leurs enchantements, et Benyo finit par tomber sur Rokuro, centre de dommages. Haruma s'approche alors d'eux et s'excuse auprès de Rokuro de l'avoir taquiné de cette manière, même s'il ne pensait pas à tout ça. Il dit qu'il l'a fait pour montrer à tout le monde à quel point Rokuro était vraiment fort. Puis, il se tourne vers eux et révèle que ces 2 enfants sont les exorcistes des étoiles jumelles.
Selon l'oracle, Rokuro et les autres jeunes exorcistes se demandent ce que cela signifie, et Haruma explique que la Miko est l'exorciste ultime et que le couple qui lui donnera naissance est appelé les exorcistes des étoiles jumelles, ce qui signifie qu'ils vont tous les deux se marier et avoir un bébé ensemble, ce qui les fait crier tous les deux de choc. Plus tard dans la nuit, Rokuro rêve de vivre une vie heureuse avec Benyo à ses côtés. Mais il rejette cette idée comme absurde, avant de descendre pour prendre son petit déjeuner. Là, il rencontre Benyo et Atsushi, accompagnés de Shinosuke, qui leur disent qu'ils devraient passer plus de temps ensemble pour renforcer leur lien. Mais Benyo se rend colère, disant qu'elle n'est pas devenue exorciste pour jouer à la maison, et surtout pas avec un homme qui n'a même pas la détermination de devenir exorciste. Puis elle s'en va. Ryogo et les autres disent qu'ils sortent pour combattre des impuretés. Donc Rokuro devrait retrouver Benyo à l'école car c'est son premier jour là-bas. Après cela, Rokuro essaie de garder ses distances avec Benyo toute la journée, tandis que son ami Mayuri essaie de se lier d'amitié avec Benyo et échoue misérablement. Après la pause déjeuner, Benyo sent une énorme impureté provenant de l'endroit où Ryogo et les autres sont allés se battre et décide d'aller les aider, tandis que Rokuro broie du noir sur son passé et se demande comment son pouvoir est une malédiction. Mayuri remarque cela et le remonte le moral en l'emmenant dans un parc d'attractions. Il parle de son humeur et de ses inquiétudes à l'idée de redevenir exorciste, mais décide ensuite de profiter de la journée pour faire une pause par rapport à toutes ces choses. Pendant ce temps, Benyo lutte contre l'une des énormes impuretés sur le champ de bataille qui parvient à endommager une voie de montagne russe dans le monde réel. Rokuro remarque cela et voit l'attraction se diriger vers les rails cassés avec quelques enfants à bord. Il court immédiatement et grimpe sur les rails pour les aider et réussir à sauver leur vie. Mayuri le complimente plus tard pour toujours aider les autres et il dit qu'elle croit qu'il a ce qu'il faut pour être une personne vraiment forte. Rokuro la remercie d'essayer de le remonter le moral et il dit qu'il est heureux de l'avoir comme ami avant de retourner au dortoir. Là, il rencontre Ryugo et les autres revenant de leur combat et confirme que leur combat s'est bien passé. Pendant ce temps, de l'autre côté de la carte, Haruma s'assoit avec les 12 gardiens, connus comme les exorcistes les plus puissants de l'époque. Il parle des exorcistes des étoiles jumelles et l'un d'eux, nommé Ikaruga, se lève et dit qu'il n'est toujours pas convaincu que Rokuro soit digne du titre ou non. Plus tard dans la nuit, Ryugo s'assoit avec Benyo et lui parle du passé de Rokuro et pourquoi il insiste pour ne plus devenir un exorciste. Il semble souffrir de PTSD, mais Ryugo pense que Benyo peut le ramener à ce qu'il était car il connaît le potentiel de Rokuro. Le lendemain, Rokuro sort pour une promenade pour réfléchir à tout ce que Ryugo a dit à Benyo la nuit dernière et se souvient comment il le considère comme son frère. D'un autre côté, Ryugo, Atsushi et Shinosuke sortent en mission pour purifier une maison qui a fait disparaître 11 personnes en un mois. Ils croient que c'est l'œuvre de fortes impuretés et décident de nettoyer l'endroit. Mais dès qu'ils entrent, ils se retrouvent entourés et Ryogo n'arrive pas à sortir de Magano car il est cerné par les impuretés. Et ses charmes de portail s'épuisent. De retour au dortoir, Atsushi et Shinosuke racontent à Rokuro la situation. Il va demander de l'aide à Minyo. Après cela, il se précipite vers Magano et nettoie le sol de toutes les impuretés. Comme le duo opus qu'ils sont, ils sauvent Ryogo, qui ressemble à une poupée de chiffon battue à ce stade, et Rokuro s'excuse auprès de lui d'être en retard. Ensuite, il demande à Atsushi et Shinosuke de ramener Ryogo, tandis qu'il reste en arrière pour remercier Benyu de son aide. Elle lui dit qu'il est généralement un idiot nul qui ne fait rien d'utile, mais quand il s'agit de se battre, il est en fait plutôt cool. Et nous voyons leur lien devenir un tout petit peu plus fort. De retour à la réunion des 12 gardiens qu'Arama organise à Kyoto, il dit à Ikaruga d'aller enquêter sur la quantité inhabituelle d'impuretés apparaissant à Narukami, et il peut rendre visite aux exorcistes des étoiles jumelles s'il le souhaite. Pendant ce temps, Rokuro va vérifier Ryogo qui se remet de ses blessures à l'hôpital. Après avoir parlé avec lui, il retourne au dortoir où tout le monde fabrique des talismans en papier. Tout le monde fait des compliments sur les compétences de Benyo, tout en s'excusant auprès du papier sur lequel Rokuro écrivait pour son écriture complètement désastreuse. Juste à ce moment-là, ils reçoivent un signal concernant une attaque d'impureté dans une école à proximité. Ils partent tous vérifier, et il s'avère qu'un groupe d'enfants a disparu dans les airs en jouant au football. Ils se dirigent immédiatement vers Magano, et voient les enfants attaqués par une foule massive de monstres. Rokuro se jette dans la mêlée et sauve un enfant de devenir un Happy Meal pas si heureux, tandis que Benyo et les autres se lancent dans une frénésie et détruisent un bon nombre d'autres monstres. Mais ensuite, ils commencent à être submergés par leur nombre, et Rokuro commence à avoir des flashbacks de ses anciens amis mourant dans l'incident du dortoir Inatsuki. Voyant cela, l'un des monstres l'attrape par surprise et décide de le dévorer. Mais il est alors frappé par un coup de pied énergique venant de côté. Avec cela, Ikaruga fait son apparition sur le champ de bataille et libère le pouvoir de son familier spécial et de son épée, déchaînant une énorme quantité de pouvoir de flamme qui incinère tous les monstres autour de lui. Les 12 gardiens sont les exorcistes les plus puissants, qui ont hérité des noms et des pouvoirs des familiers de Abe no Seimei, connu comme l'exorciste le plus puissant de l'histoire. Ikaruga semble peu impressionné par la performance paresseuse de Rokuro et l'appelle faible.
Juste à ce moment-là, l'un des monstres survivants mange quelques autres impuretés à côté de lui et devient plus fort. Il commence alors à foncer vers eux, mais Rokuro le frappe d'un seul coup, l'envoyant en enfer. Benio le défend et dit que Rokuro est peut-être un bon à rien, mais qu'il est un exorciste puissant quoi qu'il arrive. Juste à ce moment-là, Ikaruga remarque la présence de quelqu'un d'autre dans le Magano en plus d'eux. Mais ensuite, il reçoit un appel d'Aryuma qui le rappelle à Kyoto. Ikaruga rentre, mais il s'avère qu'Aryuma ne faisait que plaisanter et voulait connaître son avis sur Rokuro. Après avoir vu son pouvoir, Ikaruga dit que Narukami a encore beaucoup d'impuretés et qu'il est préoccupé par la présence qu'il a ressentie plus tôt, donc il va revenir. Mais Aryuma l'arrête et lui dit de laisser les enfants prendre le temps de grandir après avoir vu quelqu'un de jeune comme lui qui est si fort. Après cette interaction, Benio et Rokuro se sont inspirés à s'entraîner et à devenir plus forts, alors qu'Ikaruga devient l'un des 12 gardiens à l'âge qu'ils ont actuellement. Le lendemain, alors que Ryogade et les autres planifient leur prochaine mission, Rokuro demande s'il peut se joindre à eux et cela les rend tous vraiment heureux. Ryogo demande à Benio de rester en arrière pour donner à Rokuro une chance de combattre quelques impuretés alors qu'il revient dans le monde de l'exorcisme. Après un certain temps, elle accepte et décide de se concentrer sur son école où Mayura fait des efforts désespérés pour se lier d'amitié avec elle. Comme prévu, la mission se déroule bien et Rokuro gagne un peu de confiance en ses capacités, tandis que Benio se lie d'amitié avec Mayura, qui révèle également qu'elle est en réalité la petite fille du vieil homme qui gère le dortoir Seika. Le lendemain, Arima décide de travailler sur la mission Miko en prenant Rokuro et Benio depuis le dortoir et les amène dans sa villa de 10 000 pieds carrés en réalisant un coup à la MrBeast en leur offrant gratuitement. Il leur dit qu'ils y vivront à partir de maintenant et il veut qu'ils utilisent cette occasion pour mieux se connaître. Évidemment, étant le maniaque pervers qu'il est, il a préparé un piège dans leurs deux chambres et les fait travailler ensemble pour le remettre à la normale. Rokuro et Benio collaborent et surmontent cette épreuve, puis sortent pour aider Ryoma et les autres à vaincre quelques impuretés puissantes. Plus tard dans la journée, ils s'assoient ensemble et parlent de leur passé respectif. Lénéo révèle qu'elle avait un frère jumeau qui a été séparé après la mort de ses parents. Il est également devenu un exorciste, mais il est mort en protégeant ses amis. C'est lui qui lui a donné des barrettes qu'elle porte, et elles sont vraiment importantes pour elle. Rokuro explique qu'il est jaloux de l'elle, pour avoir eu des parents autrefois. Étant abandonné à la naissance, des exorcistes l'ont recueilli, et c'est pourquoi il est devenu un exorciste, sans avoir de lignée impressionnante comme elle. Après avoir entendu cela, Benio l'encourage en disant que la lignée et toutes ces histoires ne comptent pas, car il est vraiment fort, et cela lui remonte le moral. Le lendemain, Mayura vient le rendre visite dans la nouvelle villa. Elle est jalouse que Benio vive seul avec son ami d'enfance, mais elle demande ensuite à Rokuro s'il est sûr de vouloir redevenir un exorciste. Elle lui dit qu'elle ne veut pas le voir déprimé et traverser la même douleur qu'il a ressentie il y a 2 ans. Rokuro répond qu'il ne veut pas cela non plus et qu'il y a beaucoup réfléchi, mais il pense que s'il peut simplement protéger les gens autour de lui avec le pouvoir qu'il a, alors cela vaut la peine de le faire. En entendant cela, Mayura devient folle, car elle ne veut pas qu'il fasse de telles choses dangereuses et elle se défend. Benio se joint à elle et explique à quel point elle l'admire pour sa décision et son désir de devenir plus fort. Coincée, Mayura sort en courant de la maison, les larmes aux yeux, mais dans la précipitation, elle oublie son charme protecteur derrière elle et cela conduit à une forte impureté qui l'attaque. Pendant ce temps, son père, Sejin, qui est l'un des 12 gardiens ainsi que le professeur de Ryogo et Rokiro, décide de leur rendre visite. Il se rend au dortoir pour dire bonjour au vieil homme et révèle qu'il est là pour enquêter sur la corruption impure qu'ils ont remarquée dans la région. La corruption impure est un phénomène qui se produit lorsque les humains sont remplis de trop d'émotions négatives et cela les transforme en monstres impurs. De retour à Magano, Mayura est sur le point de devenir la nourriture d'une impureté, mais Rokiro arrive juste à temps pour la frapper avec son bras de démon enchanté et la sauver. Benio arrive également et ils combattent tous deux le monstre tout en protégeant une Mayura inconsciente. Mais le monstre s'avère être trop fort pour eux et ils commencent à lutter. Mais juste à ce moment-là, Sejin arrive et le défait d'un seul coup. Après cela, il s'adresse à Rokuro et lui demande pourquoi il se battait à nouveau. Il le défie de lui montrer sa puissance et sa détermination. Mais Rokuro répond avec un coup de poing peu convaincant, ce qui conduit Seijin à confisquer son talisman de maître noir. Il s'adresse ensuite à Benio et lui demande si elle sait ce qui s'est passé il y a 2 ans. Il explique que le dortoir Inatsuki était l'endroit où son frère est allé après leur séparation. Les gens pensent que des impuretés ont attaqué le dortoir et tué tout le monde. Mais en réalité, aucune impureté n'était impliquée dans cet incident. Et en fait, Rokuro était celui qui a tué tout le monde avec ce bras démoniaque. En entendant cela, Benio devient extrêmement en colère et pointe son épée vers Rokuro. Mais Seijin lui dit qu'il y a plus à l'histoire. Juste à ce moment-là, un garçon mystérieux arrive devant eux. Ce garçon s'avère être le frère supposément mort de Benio, Yuto. En le regardant, Rokuro devient fou de rage et se précipite vers lui. Mais il lance un sort sans aucun papier d'enchantement et le lie avec cela.
Il continue en disant qu'à ce jour-là, Yuto a enfermé tous les enfants dans le dortoir et a mené des expériences interdites sur eux afin de les transformer en impuretés. Rokuro était le seul survivant parce qu'il avait tué tout le monde qui essayait de le tuer. Mais le stress mental de voir son meilleur ami le trahir, de transformer leurs amis en impuretés, puis de les tuer de ses propres mains pour sauver sa vie, l'a poussé à abandonner son rêve de devenir le plus fort exorciste ou de se battre en tant que tel jamais plus. En entendant cela, Benio s'affondre et demande à son frère si tout cela était vrai. Mais il se moque d'elle, la traitant de faible personne insignifiante, et lui dit de sortir de sa vue car elle ne pouvait même pas comprendre le vrai sentiment de son frère. Il se moque ensuite de leurs parents, les qualifiant d'inutiles et de faibles, et dit que c'est la raison pour laquelle ils sont morts. Puis il détourne son attention vers Rokuro et dit qu'il est là pour faire une offre, et demande s'il serait prêt à le rejoindre et à devenir son homme de main. Rokuro regarde son visage stupide et dit qu'il préférerait mourir. Il libère alors la puissance de son bras de manière violente et se lance dans une frénésie pour le vaincre, mais Yuto semble avoir le même pouvoir dans son bras gauche et il semble mieux le contrôler. Il joue au ping-pong avec Rokuro, le frappant continuellement alors qu'il charge vers lui comme l'idiot sans cervelle qu'il est. Benio regarde cela et décide de l'arrêter car elle croit qu'il mourra si elle ne le fait pas, et elle reçoit un gros coup de sa part pour cela. Mais son effort porte ses fruits car cela ramène Rokuro à ses sens. Yuto lui dit qu'il est un échec parce qu'il lui manque la véritable détermination pour devenir plus fort et qu'il s'attend à plus de divertissement de sa part la prochaine fois, puis il s'en va. Après cela, Saijin prend Mayura et rentre chez eux, tandis que Benio s'excuse auprès de Rokuro pour s'être fâché contre lui plus tôt. Après cela, ils se réconcilient et décident de devenir plus forts ensemble. Plus tard dans la nuit, ils vont tous les deux voir Saijin et lui demandent de les entraîner, mais il refuse en disant qu'ils ont besoin de plus qu'une ambition paresseuse et qu'il est de toute façon trop occupé. Le lendemain, l'enseignante de Benio, Subaru, décide de lui rendre visite dans la nouvelle villa. Elle fait partie des 12 gardiens et vient avec sa camarade gardienne, Tatara. Benio et Rokuro lui demandent de les entraîner, et elle accepte leur demande. Après cela, elle les fait passer par une série de tâches absurdes, comme faire des courses ensemble en tant que couple, sortir dîner, jouer à cache-cache, et même combattre des monstres auto-construits pour les rapprocher en tant que couple. Elle décore également la villa avec des meubles élégants et leur fait réaliser à quel point le travail d'équipe est important. Après son départ, ils essayent tous les deux d'établir leur routine dans la nouvelle maison, et Rokuro dit qu'il sera responsable de préparer les dîners car il est sûr qu'ils mourraient tous les deux s'ils continuaient à manger les concoctions de Benio. Benio répond d'accord, puis sort pour son travail du soir tout en pensant à sa vie avant la mort de ses parents et à la façon dont ils avaient tous l'habitude de dîner ensemble. Après avoir couru pendant un certain temps, elle se retourne, mais elle ressent une forte impureté dans la zone et décide de la purifier. Elle se rend à Magano, mais la grande impureté explose sur elle-même et il s'avère qu'une impureté humanoïde en est responsable. Benio reconnaît cette impureté comme celle qui a tué ses parents il y a 6 ans. Kamui y semble chercher les exorcistes jumeaux et lui demande si elle sait où il pourrait les trouver. Mais Benio l'attaque simplement de front. En voyant le meurtrier de ses parents, Kamui la renvoie au sol comme une fourmi, puis décide de l'écraser sous ses pieds. Mais alors, Rokuro intervient avec une boîte à lunch et le frappe avec sa main démoniaque. Il lui dit que ce n'est pas juste qu'elle se batte seule et qu'il est gêné parce qu'elle était en retard pour le dîner. D'autre part, Kamui se relève, remet son cou cassé en place et dit que cela faisait un certain temps qu'un humain avait pu lui faire du mal et que d'autres auraient ri s'ils l'avaient vu. Juste à ce moment-là, l'impureté que Kamui avait explosée plus tôt se régénère et il décide de l'achever d'abord. Benio et Rokuro profitent de cette occasion pour sortir de Magano et pour donner à Benio des premiers soins. Dehors, elle lui raconte tout sur Kamui, et comment il est l'impureté qui a tué ses parents et qu'elle doit se venger. Elle lui dit aussi que Kamui est une impureté de rang S, connue sous le nom de Bazara, qui est aussi forte, si ce n'est plus forte, que les gardiens. Rokuro dit qu'il comprend, et qu'il se vengerait pour elle parce qu'elle est blessée en ce moment. Il retourne alors à Magano seul, et décide de combattre Kamui tout seul. Il y va à fond, mais cela ne fait presque rien à l'impureté forte. Cependant, son bras démoniaque parvient à infliger une certaine douleur à Kamui, et comme un masochiste avide de violence, il en profite et dit que Rokuro a du potentiel, donc il lui donnerait la chance de vivre. Rokuro continue de se battre, quoi qu'il arrive, alors Kamui décide de devenir un peu plus sérieux en utilisant un enchantement maudit sur ses jambes et en donnant un coup de pied à Rokuro jusqu'à l'oubli. Juste à ce moment-là, Benio rejoint également le combat et remercie Rokuro de l'avoir aidé à retrouver sa confiance. Elle se bat contre l'impureté avec une force retrouvée, mais cela ne s'avère pas suffisant. À ce stade, Rokuro et Benio unissent leur puissance restante dans une attaque combinée qui parvient à blesser la jambe de Kamui, mais cela prend tellement d'énergie que les exorcistes des étoiles jumelles ne peuvent plus bouger. Kamui réalise qu'ils sont le couple qu'il cherchait et il s'excite en voyant combien de potentiel ils ont. Il leur dit de devenir plus forts afin qu'ils puissent obtenir beaucoup d'énergie spirituelle après les avoir tués. Puis il prend congé. Nous voyons Arima les surveiller de loin pour s'assurer que l'espoir des exorcistes ne meurt pas dans cette bataille précoce contre une menace de niveau boss.
Une fois la bataille terminée, ils les ramènent à la maison et s'assurent qu'ils se reposent bien ensemble après cette journée. Ils passent les jours suivants à se reposer et à profiter de leur journée normale avec le reste des exorcistes du dortoir Seika. Ils remarquent également Seik-jin qui vient de temps en temps pour parler au vieil homme, mais ils ne leur disent jamais pourquoi il est là. Finalement, ils découvrent qu'ils ont trouvé de plus en plus de corruption d'impureté dernièrement, ce qui conduit de nombreux humains à se transformer en monstres et en Arukami. Quelques jours passent ainsi, jusqu'à ce qu'un jour, Ryogo reçoive la nouvelle de la mort de l'un de ses proches amis, l'expert exorciste Puro. Puro est celui qui a présenté Ryogo à sa petite amie Haruka, mais le meilleur wingman est maintenant mort. Après avoir entendu cette nouvelle, Benio et Rokuro se promènent à l'extérieur tout en parlant de Yuto et de la nécessité de l'arrêter. Mais juste à ce moment, ils sentent la présence d'une forte impureté et se dirigent vers Magano pour y faire face. L'impureté s'avère être un humain corrompu, ce qui rend les choses encore plus difficiles pour eux. Mais alors, Saigen apparaît sur les lieux et leur dit de déguerpir car ils sont faibles et devraient laisser ces batailles aux adultes. Une fois qu'ils partent, ils vend le monstre, et nous découvrons que c'était en réalité Taurus. Plus tard dans la journée, nous voyons Seigen assis avec le vieil homme au dortoir de Seika. Le vieil homme lui dit qu'il devrait laisser quelqu'un d'autre s'occuper de cette tâche, car cela doit vraiment être difficile pour lui de mettre à terre les enfants qu'il avait l'habitude d'enseigner et d'entraîner. Mais Seigen dit que personne d'autre que lui ne devrait porter ce fardeau et affirme que cela serait plus facile pour lui de cette manière également. D'un autre côté, nous voyons Rokuro et Benio bouder le fait que Seijin les a qualifiés de fardeau sur le champ de bataille sans mérite. Mayura remarque le couple se sentir abattu et décide de les aider en préparant le dîner pour eux, tout en réconfortant également son père. Cependant, elle a toujours des sentiments pour Rokuro, et le fait qu'il soit destiné à épouser Benio la rend triste à l'intérieur. Cette émotion la transforme en un monstre corrompu. Cela traumatise le couple car ils voient encore une fois quelqu'un qu'ils aiment se transformer en monstre et se battre contre elle. Leurs sentiments ne leur permettent pas de faire grand-chose et Mayura finit par les battre très sévèrement. Juste à ce moment-là, Seijin arrive sur les lieux et dit qu'il sera celui qui la mettra à terre et leur dit de sortir du Magano. Rokuro se sent très mal alors qu'il commence à avoir des flashbacks de son passé. Mais lorsqu'ils touchent Benio, ils entendent tous les deux la voix de Mayura, demandant de l'aide. Ils réalisent que le pouvoir des exorcistes jumeaux pourrait l'aider et ils en parlent à Saigin qui se blesse à cause de son imprudence pendant le combat car Mayura est sa fille. Avec cet espoir retrouvé, ils élaborent tous un plan autour d'une technique appelée résonance qui multiplie le pouvoir de deux exorcistes avec de grands taux de synchronisation. Rokuro et Benio parviennent à l'exécuter et cette capacité purifie Mayura, la ramenant à la normale. Tout le monde pousse un profond soupir de soulagement, tandis que Rokuro pleure, disant que s'il avait eu ce pouvoir il y a 2 ans, il aurait pu sauver les enfants du dormitoire Inatsuki. Juste à ce moment-là, Yuto arrive sur le champ de bataille et demande à Rokuro ce qu'il pense de son cadeau. Rokuro se précipite vers lui, mais Saigin le retient et dit qu'ils n'ont plus beaucoup d'énergie spirituelle après cette technique de purification par résonance. Il s'occupera donc du désordre laissé par son élève. En parlant de Yuto, celui-ci déclare que Saigin est une nuisance qu'il va régler sur le champ. Cela serait sa déclaration de guerre contre l'organisation des exorcistes. Saigin répond en activant son mode plein pouvoir, qui lui permet de canaliser le pouvoir de l'un des 12 familiers légendaires, Byakko. Il se précipite alors droit vers Yuto, mais Yuto le neutralise d'un seul coup avec son bras démoniaque. Après cela, il décide d'attaquer Rokuro, mais Saigin parvient à bloquer l'attaque avec son corps et déclare qu'il protégera les gardiens jumeaux quoi qu'il arrive. Il remercie le couple d'avoir sauvé sa fille. Il dit aussi à Rokuro qu'il avait l'intention de lui donner quelque chose qu'il avait laissé avec le vieil homme. Donc, une fois qu'ils seront sortis de Magano, il devrait aller le récupérer. Puis, il utilise un charme explosif explicite et fait un coup à la Vegeta sur Yuto. Yuto survit à l'explosion sans une égratignure et Rokuro profite de cette occasion pour secourir le Seigen gravement blessé et inconscient. Yuto lui fait une offre pour le rejoindre à nouveau et lui dit de venir au dortoir Inatsuki à Magano le lendemain avec sa réponse. Sinon, il transformerait tout le monde dans le dortoir Seika en monstre corrompu. Et il s'en va. Rokuro pousse un cri de chagrin, puis se précipite avec Seigen et Mayura à l'hôpital avec Benio. À l'hôpital, ils apprennent que même si Seigen survit, il ne pourra plus jamais se battre comme un exorciste à pleine puissance. Il perd également un de ses bras à cause de l'explosion et essaie d'être aussi cool que Shanks et Sasuke. De plus, le vieil homme dit à Rokuro qu'une unité des 12 gardiens est en train d'être formée pour éliminer Yuto et qu'ils seront à Narukami dans quelques jours. Plus tard dans la nuit, Rokuro ouvre la boîte que Seigen avait laissée avec le vieil homme et y trouve un uniforme noir et rouge. Il se souvient comment Saijin portait un uniforme comme celui-ci lorsqu'il les enseignait et avait mentionné que seuls les exorcistes les plus forts sont autorisés à le porter. Il lui a dit qu'il devait devenir assez fort et prouver sa valeur s'il voulait le porter, et maintenant il lui a enfin donné. Cela fait pleurer encore plus Rokuro et il décide d'affronter Yuto le lendemain et il raconte à Benio sa décision. Après cela, ils s'entraînent tous les deux avec tous les outils, les armes et les enchantements qu'ils ont à disposition.
Ils pratiquent également la résonance et découvrent que cela augmente leur puissance de 5 à 10 fois, et qu'il n'y a pas de limite stricte sur le nombre de fois qu'ils peuvent l'utiliser tant qu'ils ont l'énergie et l'endurance nécessaires. Nous découvrons aussi que pendant l'incident de Hinatsuki, Rokuro a perdu son bras lorsqu'un des monstres corrompus l'a mangé. Après cela, il a commencé à se transformer en corruption également, mais pour une raison quelconque, il a pu contrôler ce pouvoir et l'a canaliser dans son bras manquant, ce qui lui a permis d'exorciser ses amis ce jour-là. Cela signifie que son bras droit est le pouvoir de sa forme de corruption impure. En plus de cela, Rokuro teste également un talisman maître rouge qui est venu avec l'uniforme que Seijin avait préparé pour lui. Une fois l'arc d'entraînement terminé, ils dorment tous les deux pour récupérer leur endurance, puis se dirigent vers Magano pour confronter Yuto dans les ruines du dortoir de Hinatsuki. Une fois à l'intérieur, ils commencent le combat avec Yuto et commencent à être submergés. Dès le début, ils l'attaquent avec leur mouvement emblématique, mais Yuto dit qu'il a l'impression qu'il lui lance des grains de riz. Ils utilisent ensuite la résonance et le frappent avec quelques attaques, mais Yuto les bloque sans subir de dégâts et les qualifie de canards désespérés. Pendant ce temps, Kamui observe le combat à distance, s'ennuyant. De retour sur le champ de bataille, Rokuro utilise le talisman rouge maître pour renforcer son bras, puis utilise la résonance avec Benyo pour obtenir un autre coup de pouce. Avec cela, il commence à submerger Yuto pendant un moment. Il déclenche une forte attaque qui envoie Yuto voler, mais ensuite il révèle sa véritable forme de pleine impureté, et dit qu'ils ne peuvent même pas imaginer lui faire du mal dans cette forme. Alors il utilise son corps humain pour rendre les combats plus amusants. Après cela, il reprend sa forme humaine et marche vers eux, mais tombe ensuite en toussant du sang. Rokuro pense que c'est sa chance de le finir et se précipite pour une attaque, mais Yuto dit qu'il faisait juste semblant et saisit son bras, se préparant à le casser. Minyo essaie de le sauver, mais Yuto lui brise les jambes et la met à terre. Rokuro essaie de la sauver, mais Yuto le repousse et dit ensuite à Minyo à quel point elle est pathétique, avant de briser les épingles à cheveux qu'il lui avait données il y a longtemps. Après cela, il la laisse sur le sol pour devenir un repas pour les impuretés autour d'eux, et il continue à faire de la purée de pommes de terre avec Rokuro. Pendant qu'il s'occupe de lui, Kamui intervient et offre son aide à Benyo. Il dit qu'il aime donner aux gens avec du potentiel des chances de survivre et de devenir plus forts, pour son propre plaisir, et lui dit de choisir entre mourir ici ou prendre son pouvoir et obtenir des jambes démoniaques comme Rokuro à son bras. Benyo lutte pour prendre la décision, mais l'accepte pour sauver Rokuro. Ses jambes se transforment en griffes démoniaques blanches débordant du pouvoir d'un Bazara. Elle dit à Kamui qu'un jour, elle viendra à lui avec ses griffes qu'il lui a données, puis elle commence à battre Yuto. Elle le submerge pendant un temps car Yuto est devenu plus faible après avoir encaissé tous les coups précédents, mais ensuite son pouvoir s'épuise à mi-chemin et Yuto commence à la battre à nouveau. Alors qu'il est sur le point de la tuer, Rokuro intervient et l'arrête. Mais Yuto lui lance une invitation en Dead Donuts Gang en perçant son estomac et en le jetant en arrière. Cependant, Rokuro tient bon et le frappe avec son dernier souffle, libérant son pouvoir d'impureté à max, lui permettant de se transformer en un démon blanc similaire à Yuto pendant un instant, et la transformation guérit également sa blessure à l'estomac. Après cela, il canalise le pouvoir dans son bras et nous découvrons tous qu'il a une armure de scénario insensée. Voyant cette absurdité, Yuto devient fou et entre également dans son mode de puissance max, et ils s'affrontent à l'ancienne avec leurs poings, jusqu'à ce que Rokuro l'envoie voler comme une équipe de roquettes avec le pouvoir des espoirs et des rêves de son ami décédé. Une fois tout cela terminé, ils ouvrent tous les deux les yeux à l'hôpital et heureusement, aucun d'eux n'a de blessure grave. Les médecins disent à Benio de laisser ses jambes se reposer dans le fauteuil roulant avant qu'ils ne soient tous deux convoqués par Haruma, qui les appelle pour donner des informations aux gardiens restants sur leur bataille contre Yuto. Il leur dit aussi qu'ils seraient punis pour l'avoir combattu seul, sans attendre les gardiens. Mais Benio rétorque en disant qu'ils étaient sous une menace et qu'ils l'ont fait pour protéger leurs amis. Au dortoir de Seika, Haruma dit que c'est acceptable, mais qu'ils sont désormais interdits de faire quoi que ce soit de dangereux. Car, en tant qu'exorcistes des étoiles jumelles, leur travail est de se marier et de donner naissance à l'Amiko. Ainsi, ils ne doivent pas perdre de temps en entraînement, mais plutôt devenir plus forts et tout ce non-sens. Cela rend Rokuro vraiment en colère. Et il dit qu'il le fera, mais ils doivent lui permettre de mettre Yuto à terre de ses propres mains. Haruma acquiesce. Il leur dit qu'en vertu d'un oracle récent, une grande calamité se dirige vers eux, mais que les gardiens seraient capables de la retenir pendant quelques années. C'est le temps qu'ils ont pour s'entraîner et devenir plus forts que tout ce présent-là. Rokuro accepte avec Benio et y retourne ensuite. Il passe les jours suivants à se reposer et à profiter d'un festival. Rokuro offre à Benio une paire de pinces à cheveux pour remplacer celle qu'elle a perdue. D'autre part, nous voyons Mayura demander à son père de l'entraîner, afin qu'elle puisse également devenir exorciste et aider ses amis. Il est temps pour un saut dans le temps. 2 ans plus tard, Rokuro est devenu plutôt cool et populaire dans son école. Benyo est aussi étonnante que jamais, et ils ont tous les deux beaucoup progressé en tant qu'exorcistes. Mayura est également devenue une exorciste maintenant, et elle est capable d'effectuer des enchantements et des sorts de base. Et ils protègent tous l'île de Narukami en tant qu'exorciste du dortoir Seika, aux côtés d'un Saijin à la retraite.
Comme prophétisé, les impuretés sont également devenues plus fortes, et un Basara prévoit de s'attaquer au monde réel avec un groupe d'entre elles. Nous voyons Rokuro et Benyo mener leur mission avec les autres exorcistes. Mais un jour, ils remarquent une lumière étrange dans Magano, et Rokuro trouve une petite fille dans la région. Il la ramène au dortoir et l'appelle Sae, et Rokuro l'adopte comme sa fille pour le moment, car elle semble avoir de l'affection pour lui pour une raison quelconque. Ensuite, Saigon et le vieil homme disent qu'ils doivent faire attention, car c'est un événement rare de trouver une petite fille heureuse à Magano. Ils se remémorent comment ils ont trouvé Rokuro au même endroit quand il était bébé. Ils passent leur journée en famille, mais un jour, ils remarquent la brume de Magano apparaissant dans la ville. Soudain, d'énormes impuretés apparaissent dans le monde réel. Rokuro et Benyo y purifient, tandis que Seigen explique qu'un point de dragon est apparu. C'est comme une immense déchirure dans la barrière qui sépare Magano du monde réel. De retour au QG des exorcistes, nous découvrons qu'un Basara nommé Kuranashi est derrière tout cela. Alors que les gardiens se préparent à s'en occuper, nous voyons également qu'une autre Basara, nommée Suzu, est impliquée dans ce désordre. Cependant, elle semble plus intéressée par des exorcistes uniques que par cette marche. Dans le monde réel, elle aide le groupe de Rokuro, en éliminant un tas d'impuretés faibles. Elle dit qu'elle serait intéressée à les rencontrer une autre fois, et les laisse réparer le point de dragon. Au début, ils utilisent la technique traditionnelle pour le réparer, mais ils ont besoin de plus d'énergie pour le faire. Rokuro et Benyo utilisent la résonance, et cela les aide à rassembler suffisamment d'énergie pour fermer le point et ramener tout à la normale. Seben dit que d'autres villes doivent souffrir de ces attaques. Ainsi, les exorcistes des étoiles jumelles doivent également aller réparer ces trous. Le lendemain, Rokuro et Benyo quittent Narukami avec Sae et se dirigent vers la ville de Minamitsuo, qui leur a envoyé une demande pour fermer un point de dragon. Ils laissent le familier de Benyo prendre en charge une charrette qu'ils ont trouvée dans le sous-sol de la villa et l'utilisent comme moyen de transport. Lors de cette mission, ils rencontrent l'un des Basara, nommé Moro, qui leur inflige une petite correction, avant qu'ils ne parviennent à sceller le Dragon Spot, grâce à Sae, qui intervient à point nommé en leur livrant un talisman de scellement pendant la bataille. Lors de leur prochaine mission, ils se dirigent vers un parc d'attractions, où se trouve une impureté qui est sur le point de se transformer en Basara. L'impureté Lyon semble avoir encore des émotions humaines intactes, et elle veut voir quelque chose de beau. Une fois qu'ils s'approchent du parc d'attractions, Sae s'aventure à l'intérieur, et finit par se lier d'amitié avec l'impureté. Elle fait la promesse de ne blesser aucun humain, ni de les combattre, et elle transmet ce sentiment à Rokuro et Benyo également. Alors qu'ils essaient tous de lui montrer quelque chose de beau, deux gardiens arrivent sur les lieux en allumant toutes les lumières du parc d'attractions et détruisent l'impureté Lyon. Mais dans ces derniers instants, elle parvient à admirer les belles lumières et s'éteint sans aucun regret. Après cela, les gardiens, Miku et Sakura, réparent le Dragon Spot et confrontent les exorcistes des étoiles jumelles, leur disant qu'ils devraient prendre cette mission plus au sérieux, car des vies humaines en dépendent. Ensuite, leur prochaine destination s'avère être Aibiya, où ils rencontrent le célèbre joueur de baseball japonais Kawais. Leur adversaire est un Basara nommé Yamato, tandis que deux gardiens, nommés Narumi et Cordelia, se joignent à eux pour cette mission. Les gardiens disent aux exorcistes des étoiles jumelles de travailler sur le scellement du Dragon Spot, tandis qu'ils retiendront Yamato. Le plan se déroule bien et ils parviennent à chasser les impuretés de la ville. Mais Yamato s'en sort vivant également. Pendant ce temps, le Basara derrière le Dragon Spot, Koranashi, se rend à Magano. Il parle aux Basara jumeaux, Chijua et Mamachi, et leur raconte les exorcistes jumeaux. Ils pensent qu'il pourrait s'avérer être un bon divertissement pour eux. De plus, ils doivent s'en débarrasser pour le succès de leur plan. Le duo Basara est d'accord et attendent l'arrivée des exorcistes. D'un autre côté, Rokuro et Benyo se dirigent vers le prochain Dragon Spot et finissent par se retrouver à Magano, qui est connecté au monde réel par un Dragon Spot à l'intérieur d'un tunnel. Ici, ils affrontent les jumeaux Basara, qui s'avèrent être de loin supérieurs à eux en termes de force brute et de travail d'équipe. Les choses semblaient assez mal pour les exorcistes jumeaux lorsqu'ils se retrouvent tous les deux piégés dans la corde collante des Basara. Mais Sae intervient et les protège tous les deux en créant une barrière avec ses pouvoirs. Elle ne sait pas comment elle a fait cela, mais cela donne aux gardiens dans la zone le temps d'arriver sur le champ de bataille. Ils se présentent comme Arata, Kengo et Kankuro, et disent qu'ils sont venus là en suivant la trace de Kuranashi. Il utilise ensuite un charme de porte et téléporte tout le monde dans le monde réel, où les niveaux d'impureté sont plus bas, et disent que cela affaiblira considérablement les Basara. Rokuro et Benyo disent qu'ils aimeraient les combattre, et demandent aux gardiens de s'occuper du Dragon Spot. Comme prévu, les Basara sont plus faibles dans le monde réel, et ils parviennent à les dominer de manière significative. Lors de leur dernière attaque, ils blessent mortellement Mamachi, qui protège son frère en encaissant l'attaque lui-même, et rejoint le groupe mort de notre gang. Juste à ce moment-là, Kuranashi ouvre quelques portails sur le champ de bataille, prend les jumeaux avec lui et s'enfuit. Les Basara ferment le Dragon Spot, puis suivent les Basara, tandis que Rokuro et Benyo confrontent Sae et lui demandent comment elle a réussi à utiliser ce pouvoir. Elle dit qu'elle n'en a aucune idée, mais a le sentiment qu'il devrait se rendre à Kyoto, où se trouve le QG des exorcistes, et le couple est d'accord avec cela. D'autre part, Kuranashi tue Mamachi et absorbe son pouvoir.
Il trompe ensuite Shijiwa en lui faisant croire que les exorcistes ont fait cela, et lui donne le pouvoir de son frère, en lui disant de chercher vengeance. Alors que les exorcistes des étoiles jumeaux se dirigent vers Kyoto, Ikaruga rejoint le dortoir de Seika sur les ordres d'Arama, car le prochain Dragon Spot est révélé être à Narukami. Pendant qu'il est là, il entraîne Mayura, et nous les voyons également développer de légers sentiments l'un pour l'autre. Saijin les aide également, mais ses pouvoirs semblent être considérablement réduits. Ikaruga s'occupe de l'impureté et du Dragon Spot tout seul, et fait preuve de sa force avec l'arme de son esprit familier, Suzaku, qui lui permet de voler et de tirer des lames puissantes sur ses ennemis. Pendant ce temps, Rokuro et Benyo se dirigent vers Kyoto, accompagnés de Sae. En chemin, ils reçoivent un appel de Saijin qui les informe d'un immense Dragon Spot situé près de leur position actuelle et leur demande de le réparer avant de continuer. Ils acceptent et s'y dirigent, mais se font attaquer par un Basara dès qu'ils arrivent. Le Basara se présente comme Kanasa et dit qu'il est l'un des plus forts Basara et qu'ils n'ont aucune chance contre lui. Il tire sur eux de loin et les laisse s'approcher, espérant les vaincre en combat rapproché. Mais une fois qu'ils le font, il révèle qu'il est beaucoup plus fort en combat rapproché, mais utilise des armes à feu comme accueil pour les nouveaux invités, sinon il mourrait instantanément. S'il devait utiliser son plein pouvoir dès le départ, Rokuro lui dit d'arrêter de parler et essaie de le frapper. Mais s'il encaisse ses attaques comme un giga Chad et dit que leurs attaques ressemblent à des mouches bourdonnant autour de lui. Après cela, il leur montre la différence dans leur niveau de pouvoir en détruisant complètement leur espoir et en les faisant trembler de peur. On dirait que ce sera la fin pour eux, mais Sae les protège encore une fois. Cependant, cette fois l'armure de l'intrigue ne se manifeste pas, car le Basara les pousse tous les deux de côté et décide de kidnapper Sae. Mais ensuite, il se fait tirer dessus sur le côté et tombe en arrière. Il lève les yeux et nous voyons le plus fort parmi les 12 gardiens nommé Tenma arriver sur les lieux. Il joue avec le Basara, puis le coupe en deux avec une lame émoussée en disant qu'il était un véritable ennuyeux. Après cela, il lève les yeux vers le gigantesque point de dragon et réalise qu'il a oublié son talisman. Étant le gigacha qu'il est, il s'en fiche et dit simplement au point de dragon de se fermer, et il se referme grâce à son immense énergie spirituelle. Après cela, il se rend à Kyoto avec les exorcistes des étoiles jumelles et se sépare une fois arrivé dans la ville. Une fois là-bas, Benio reçoit un appel d'Aruma, qui leur dit qu'ils ont enfin trouvé la raison derrière l'apparition soudaine de ces points de dragon et dit qu'il veut qu'ils viennent au quartier général avec Sae. D'un autre côté, nous découvrons qu'il y a un immense arbre sous le QG des exorcistes, qui a été créé par l'initiateur de tous les exorcistes, nommé Abe no Semei. L'arbre agit comme une barrière qui sépare Magano du monde réel. Il s'avère que Kuranashi a réussi à s'y glisser d'une manière ou d'une autre et a cassé une des branches de l'arbre, ce qui a affaibli la barrière et est la cause de ces taches de dragon apparaissant partout dans le pays. Il y a deux façons de le réparer. L'une étant le rituel de la Terre bleue céleste, qui nécessiterait une énorme quantité d'énergie spirituelle, et l'autre méthode serait de ramener les branches coupées et de les laisser se rattacher à l'arbre. Arima se prépare pour le rituel juste au cas où, et dit à tous les gardiens de se rassembler à Kyoto. Une fois que son attendant sort pour délivrer le message aux gardiens, Kuranashi apparaît de l'ombre d'Arama et l'attaque. Arima le déstabilise en utilisant le jutsu du clone de papier, puis se lance à sa poursuite ainsi que celle de Magano. Ils ont une bataille difficile, et Arima parvient à endommager le masque du Basara, ce qui lui permet de se faufiler à l'intérieur de la barrière des exorcistes. Mais ce faisant, il tombe dans le piège de Kuranashi, qui le scelle de nouveau dans le monde réel. Les exorcistes des étoiles jumelles se rendent au QG, et Sae les conduit à l'arbre souterrain. Là, ils rencontrent Subaru et Tatara, qui révèlent que Sae est la branche cassée de l'arbre. Rokuro et Benyo disent qu'ils ne la laisseront pas être sacrifiée de cette manière. Subaru ajoute que si Sae ne vient pas volontairement, cela affaiblirait la barrière. Il devrait donc effectuer le rituel de toute façon et se préparer à cela. Elle dit aussi qu'ils auraient besoin de leur aide car Seiyugen a pris sa retraite et il manque d'une personne. Le rituel nécessite 6 personnes pour canaliser leur énergie, mais en même temps, des impuretés les attaqueraient. C'est pourquoi ils ont assigné un gardien à chaque exécutant du rituel pour leur protection. Rokuro et Benyo protégeraient Tenma, et avec cela, le plan commence. Avec Arima parti, Kuranashi ferme tous les Dragon Spots et rassemble leur énergie pour ouvrir un gigantesque Dragon Spot à Kyoto. Les gardiens commencent le rituel, mais même avec tous leurs pouvoirs combinés, cela s'avère insuffisant pour le fermer. Rokuro et Benyo essayent de le fermer avec leur résonance également, mais puissent toute leur énergie sans faire de progrès. Sae observe tout cela et décide de retourner à l'arbre. Elle protège tout le monde en réparant la barrière de cette manière. Après cet incident, Rokuro et Benyo retournent à Narukami et passent quelques jours à récupérer de ce voyage. Rokuro pense également à la façon dont il s'est senti similaire à Sae lorsqu'il l'a trouvé dans Magano. Il se rend chez Saigen et lui demande des informations sur ses parents et comment les exorcistes l'ont trouvé. Saigen révèle qu'ils l'ont trouvé dans Magano il y a 10 ans et qu'ils n'ont aucune idée d'où il vient. Il n'est pas une branche de l'arbre comme Sae et est entièrement humain, mais ils n'ont aucun autre indice sur son origine.
En entendant cela, Rokuro se rend à Magano avec Benyo dans l'espoir d'en apprendre davantage sur lui, mais cela ne les mène nulle part. D'un autre côté, l'agent d'Aruma prend la position de chef par intérim des exorcistes et porte un oracle annonçant qu'Aruma est mort. Il rassemble les 12 gardiens et prépare une équipe dédiée à venger Aruma et à tuer Kuranashi. Cependant, ils ont tous beaucoup de mal à croire qu'Aruma est perdu contre un Bazara, étant donné à quel point il est réellement fort. Après la réunion, l'agent dit à Ikaruga d'aller à Narukami et lui demande de protéger les exorcistes des étoiles jumelles jusqu'à ce qu'ils s'occupent de Kuranashi. Pendant ce temps, tous les gardiens continuent de chercher Kuranashi, qui révèle son véritable plan à Moro. Il dit que les stupides exorcistes pensent que maintenant que les taches de dragon ont disparu, ils n'ont plus besoin de s'inquiéter de nous. Mais en réalité, c'était juste la phase 1 de son plan. Le but des taches de dragon était que toutes les impuretés deviennent plus fortes en se nourrissant des puissants exorcistes et de leurs énergies spirituelles. De plus, tous les exorcistes ont purifié et guéri les gens normaux de leurs impuretés excessives en les absorbant. Avec tant d'énergie négative se concentrant en eux en si peu de temps, ils se transformeraient bientôt en marionnettes pour eux. Et c'est à ce moment-là qu'ils éradiqueront tous les exorcistes. Il dit ensuite à Moro d'aller se nourrir de ces exorcistes et de devenir beaucoup plus fort pour les futures batailles à venir. D'un autre côté, Subaru et Tatara obtiennent un indice sur la piste de Kuronshi, tandis que Miku et Sakura rencontrent Moro et Magana en cherchant leur patron. Il s'avère qu'ils ont un mauvais passé avec Moro qui semble avoir tué le père de Sakura qui était un proche ami de Miku. En la voyant, Sakura saute immédiatement avec son arme et crie qu'elle va venger son père. Étant impulsive, elle perd son calme et déchaîne une pluie de coups désordonnés sur Moro. Mais elle profite de sa folie et la submerge avec une puissance brute. Elle devient plus forte en devenant une vraie fille macho, puis elle la frappe contre un bâtiment. Miku dit à Sakura de se calmer, puis elle se bat contre Moro en utilisant ses charmants peluches qui contiennent le pouvoir de différents éléments. Elle la submerge au début, mais Moro lance une attaque vers Sakura, qui est à terre, ce qui fait que Miku détourne son attention vers elle. Moro profite alors de cette occasion pour la pousser au sol et la frapper, mais Miku utilise une capacité et fait une échappée stratégique avec Sakura. Après avoir reposé un moment, elles décident toutes les deux de finir Moro avec un esprit clair. Miku décide d'y aller en premier pour confronter le Basara. Elle libère sa technique spéciale, entre dans un énorme jouet en peluche et commence à frapper Moro, mais elle se transforme également en géante et la déchire. Pendant qu'elle s'occupe d'elle, Sakura intervient et la coupe. Après cela, elles effectuent une attaque combinée en utilisant des explosions de jouets en peluche et l'attaque tranchante de Sakura pour exorciser Moro une bonne fois pour toutes et venger le père de Sakura. Une fois la bataille terminée, elle retourne dans le monde réel tandis que Kuranashi va vérifier Moro et promet de se venger pour elle. De retour dans le monde réel, Rokuro et Benyo recherchent l'histoire des exorcistes dans l'espoir d'apprendre quelque chose sur les origines de Rokiro. Le lendemain, Rokuro se fait battre par Saijin pendant l'entraînement. Mais Benyo arrive et le réconforte avec quelques mots d'encouragement. En même temps, Mayura entre et dit qu'il est temps d'aller à l'école ensemble. Cependant, elle ne comprend pas toute la situation et pense qu'ils s'embrassaient. Cela provoque un visage surpris chez elle avant que Rokuro ne clarifie le malentendu. Après cela, ils se rendent tous à l'école et découvrent qu'Ikaruga les a rejoints en tant qu'élèves transférés. Il leur révèle ses objectifs en tant que leur garde du corps. D'un autre côté, nous voyons Kuranashi mettre son plan à exécution, alors que des exorcistes de tout le pays entrent dans Magano dans un état hypnotique. Quelques jours plus tard, nous voyons Rokuro travailler sur la création d'un nouveau mouvement pour lui-même, qu'il peut utiliser pour projeter plusieurs personnes sur le champ de bataille. Après son entraînement, il va voir Ikaruga et le harcèle pour s'entraîner avec lui. Mais le gardien lui dit d'arrêter de le déranger. Juste à ce moment-là, il remarque que toute l'école est enveloppée par une brume impure. Nous voyons alors le Bazara Chijua arriver sur les lieux. Rokuro et les autres errent dans l'école et le rencontrent dans le gymnase, mais il semble être beaucoup plus fort que la dernière fois qu'ils l'ont rencontré. Il s'avère que Kuranashi l'a aidé à se renforcer en utilisant un enchantement de talisman spécial que les exorcistes hypnotisés ont fabriqué pour lui. Les enchantements permettent à Chijua de rester lié à Magano tout en étant dans le monde réel et de ne perdre aucun pouvoir. De plus, il possède également l'énergie de son frère décédé, ce qui le rend 2 fois plus fort que lors de leur dernière rencontre. Comme prévu, il commence à nettoyer le gymnase, tel un concierge, avec les atouts des exorcistes de l'Étoile du Vent, et les lie avec son fil spécial. Mais ensuite, Ikaruga arrive sur les lieux et commence à se battre contre lui en tant que garde du corps. Il le repousse assez loin, mais le Bazara le trompe en utilisant le jutsu clone de poupée et lie son corps avec des fils magiques spéciaux. Il révèle alors qu'il a tous les étudiants dans le bâtiment sous son contrôle et se prépare à les tuer. Mais Rokuro et les autres exorcistes l'attaquent et utilisent une bombe fumigène pour s'enfuir avec Hikaru. Une fois en sécurité, Mayura utilise un enchantement d'exorcisme pour dissiper les fils qui lient Ikaruga. Une fois sa vie hors de danger, ils élaborent tous un plan autour de lui et décident d'éliminer le Bazara.
Benio et Mayura essaient de retenir tous les étudiants, tandis que Rokuro et Ikaruga se dirigent pour affronter Shijua. Rokuro joue le rôle de soutien et utilise son bras démoniaque pour maintenir Shijua en place, tout en laissant Ikaruga le finir avec sa transformation d'enchantement ultime. Le plan fonctionne, mais Ikaruga échoue à éliminer le Basara d'un seul coup. Sa forme ultime coûte beaucoup d'énergie, et il semble manquer de temps. Mais alors Rokuro utilise le Talk no Jutsu et lui permet de battre le Basara à mort. Alors qu'il est sur le point de mourir, Chijiwa révèle ses marionnettes pleines d'énergie spirituelle. Il dit qu'il va exploser et les faire tous sauter avec lui. Mais Rokuro intervient avec son nouveau coup, qui lui permet de frapper plusieurs ennemis avec une seule attaque. Il l'utilise pour éliminer toutes les marionnettes d'un coup et délivre le coup final au Basara, le terminant cette fois pour de bon. Pendant qu'Ikaruga et les autres sont occupés avec Chijiwa, Kuranashi commence son plan et entame un rituel de malédiction, libérant de l'énergie négative autour de Narukami. Les gardiens prennent note de cela et essaient de l'arrêter en utilisant un rituel de leur propre. Mais ils sont attaqués en embuscade par Yamato et ses sbires, qui perturbent le rituel, et Kuranashi parvient à activer le sort. Alors que cela prend effet, tout le pays commence à trembler énormément, et d'énormes fissures commencent à se former sur le sol. Puis, un immense morceau de terre se détache du continent et commence à flotter dans les airs au-dessus de Narukami. D'un autre côté, les exorcistes découvrent que Kuranashi a utilisé les exorcistes qu'il a kidnappés pour amplifier l'énergie des impuretés dans la région et pour utiliser les émotions négatives de l'événement du Dragon Spot afin d'activer ce sort. Nous découvrons que toute la ville de Narukami flottait dans le ciel. Seijin révèle qu'il y a 600 ans, un incident similaire s'est produit dans certains villages et le Basara responsable de cela n'était autre que Kuranashi. Pendant ce temps, Rokuro et Benio se dirigent vers le dortoir pour vérifier leurs amis, mais ils se font confronter par Kuranashi lui-même. En chemin, il révèle son visage et montre que ses deux yeux ont l'air normaux. Il explique ensuite que plus les impuretés deviennent fortes, plus elles ressemblent à des humains. Et il dit qu'il va jouer à un jeu avec eux. Il active alors son sort à plein effet et leur tend un piège à la Madara Uchiha en invoquant une immense impureté en forme d'arbre avec de multiples yeux et tentacules qui cherchent le pouvoir spirituel et aspirent leurs victimes jusqu'à ce qu'elles soient mortes comme de la chair à canon. Il leur dit qu'ils ne pourront pas vaincre cette impureté à moins qu'il ne purifie son bulbe qui se trouve sous terre et stocke tout son pouvoir spirituel. Rokuro lui demande pourquoi il leur dirait quelque chose comme cela, mais il répond que ce ne sera pas un jeu amusant s'ils ne savent pas comment jouer. Il ajoute qu'en fonction de ses estimations, ils ont moins de 2 heures avant que les tentacules n'aspirent l'énergie vitale de chaque personne sur l'île flottante. Cela rend le couple vraiment en colère et ils essayent de l'attaquer, mais il bloque simplement leur attaque avec son immense énergie maudite et retourne à Magano. Après cela, Rokuro et Benio se rendent au dortoir et informent tout le monde de leur rencontre. Ils élaborent un plan autour de Seijin et Miura qui vont descendre sous terre pour purifier l'ampoule. Pendant ce temps, les exorcistes des étoiles jumelles et les autres attaqueraient le monstre de l'extérieur afin de l'épuiser de cette manière. Ils commencent le plan, mais une fois que Seijin et Miura sont près de l'ampoule, le monstre commence à les attaquer avec plusieurs tentacules. Cependant, Seijin utilise chaque parcelle de son pouvoir spirituel pour riposter. Il commence à utiliser le pouvoir de Byaku, mais cela met beaucoup de pression sur son corps endommagé. Mayura voit à quel point son père lutte, elle continue de se battre à ses côtés pour purifier l'ampoule, mais cela ne fonctionne pas. Juste à ce moment-là, Kuranashi apparaît et dit qu'il ne s'attendait pas à ce qu'ils soient ceux qui attaquent l'ampoule. Il utilise son contrôle sur le monstre arbre géant et lui ordonne d'apporter l'un des otages qu'il a pris sous son aile. Pendant cette attaque, il s'avère que c'est la mère de Mayura, ce qui rend tous les deux vraiment en colère. Seijin l'appelle salaud et essaye de l'attaquer par derrière, mais Kuranashi bloque l'attaque et le renvoie en arrière, tout en louant son assassinat. En arrière-plan, il s'avère que Seijin était le leader d'Anbu après qu'Itachi ait quitté le village. En réalité, c'était lui qui avait tué tous les membres de son propre clan, tout comme le tristement célèbre Uchiha. Il révèle ensuite que Seijin a également tué l'oncle de Mayura, et nous apprenons que c'est ainsi qu'il a rencontré la mère de Mayura alors qu'il était en mission pour tuer son frère. Il l'a fait par devoir, car son frère avait déjà été corrompu et allait devenir un monstre. Yukari lui a pardonné et est devenue sa femme. Après tout cela, Seinen regarde Kuranashi et dit qu'il sera celui qui sauvera Yukari. Il utilise tout le pouvoir qui lui reste pour invoquer Byakko, afin d'entrer dans sa transformation enchantée. Il parvient à porter un coup au Bisara, mais cela s'avère inutile, car Kuranashi lui fait un Obaido et laisse l'attaque passer à travers lui. Merua décide d'intensifier son jeu et se bat pour défendre ses parents, mais cela s'avère également inutile. Cependant, Seinen remarque que Byakko répond à l'énergie de sa fille et lui demande de lui prêter son pouvoir, même si ce n'est qu'une fois, et il donne à Mayura le talisman. Byakko parle à Mayura et dit que son pouvoir vient du désir de protéger ceux que l'on aime. Puis, il raisonne avec elle, ce qui lui permet de combattre Kuranashi sur un terrain plus égal. Elle parvient à purifier le bulbe pendant leur combat, et Kuranashi s'échappe pour poursuivre son plan principal. Dehors, Rokuro et Benio travaillent ensemble pour combattre le monstre arbre géant aux côtés d'autres gardiens.
Le couple parvient à détruire le noyau de l'arbre une fois qu'il remarque qu'il a cessé de se régénérer grâce à la destruction de son bulbe. Après cela, toute la ville volante commence à tomber, mais les gardiens parviennent à éliminer toutes les impuretés dans la zone pour commencer leur propre rituel. Cela leur permet de canaliser leur énergie spirituelle d'une manière qui guide l'île en chute pour revenir à l'endroit d'où elle s'est détachée, sauvant ainsi tout le monde d'un atterrissage brutal. Une fois que tout revient à la normale, il semble que les gardiens aient gagné. Mais ensuite, Kuranashi active le même sort qu'il a utilisé contre Aruma et piège tous les gardiens affaiblis dans un royaume sombre. Après cela, Kuranashi va rencontrer les exorcistes des étoiles jumelles et les trompe en les faisant le suivre dans Magano, où il a tous les gardiens ligotés. Ils entrent tous dans une salle et voient les gardiens se faire aspirer leur pouvoir par d'énormes racines d'arbres d'impureté. Racines. Rokuro essaie de les sauver, mais toucher les racines aspire aussi son pouvoir. Kuranashi déclare que tout cela faisait partie de son plan, qu'il a élaboré pendant plus de 1200 ans. Il capture ensuite Rokuro et Benyo et les laisse regarder impuissants alors qu'il aspire tout le pouvoir des gardiens restants et le transforme en sien, devenant une pâle copie d'Eizen de Bleach. Il laisse ensuite les exorcistes des étoiles jumelles partir et leur dit de s'enfuir s'ils le souhaitent. Mais ils décident de l'attaquer comme les idiots qu'ils sont, ne comprenant pas qu'il les battait déjà avant sa transformation, et maintenant, il possède le pouvoir de tous les exorcistes qu'il a kidnappés ainsi que les 12 gardiens en lui. Comme prévu, ils commencent à fouetter le sol avec leurs fesses. Mais ensuite, Tatara se libère de ses liens et révèle sa vraie forme. Il s'avère que Tatara n'est pas un humain, mais un esprit familier, et il combat Kuranashi depuis 600 ans. Maintenant, Tatara se bat contre le Basara avec toute sa force. Cependant, Kuranashi est désormais capable d'utiliser toutes les capacités de tous les gardiens, sauf les siennes, et l'écart de pouvoir s'avère tout simplement trop grand. Voyant cela, Tatara décide d'utiliser son coup ultime, Hug M, et il maudit Kuranashi avec la malédiction de la détérioration. Dans son dernier souffle, Kuranashi dit que c'était un coup dégoûtant, mais il se dirige ensuite vers Yuto, qu'il a également déterré des racines d'Ameno Miyashira. Il dit qu'il va simplement l'absorber, ce qui lui permettrait de contourner la malédiction, mais cela se retourne contre lui. Alors que Yuto parvient à prendre le dessus, il absorbe Kuranashi à la place, ainsi que tous les pouvoirs et capacités qu'il a volés. Puis il salue Rokuro avec son sourire maléfique emblématique. Il fait ensuite suivre le couple jusqu'aux parties les plus profondes de la création, où Magano et le monde réel se rencontrent sur la barrière. Une fois là-bas, il piège Benio dans une barrière et joue à la poupée de chiffon avec elle afin de rendre Rokuro furieux. Il explique que pendant 2 ans, lorsqu'il faisait partie de l'arbre, il a entraîné son esprit et a réussi à synchroniser sa conscience avec la personne qui a planté cet arbre, Abe Seime. Il leur montre ensuite son corps comateux et dit qu'il a également absorbé son pouvoir et qu'il est maintenant véritablement l'être le plus fort des 2 mondes. Après cela, il dit à Rokuro qu'il est en réalité une impureté et qu'il a découvert cela après avoir absorbé la conscience d'Abe Seime. Puis, il commence à battre Benyo jusqu'à l'inconscience, rappelant à Rokuro l'incident du dortoir, ce qu'il met dans une colère noire. À ce moment-là, Rokuro craque et libère toute sa rage primitive. Il parvient même à blesser Yuto dans cet état et continue de se transformer en sa brillante forme impure. Mais juste à ce moment-là, Arima apparaît d'un portail et le met endormi. Il distrait ensuite Yuto avec un sort de liaison peu convaincant et utilise ce temps pour dissiper la barrière autour de Benyu en utilisant la technique spéciale de dissipation de barrière de sa famille. Après cela, il utilise ses familiers pour le repousser avant de récupérer les exorcistes des étoiles jumelles et de se retirer vers le monde réel. De retour dans le monde réel, Benyo met plusieurs jours à se remettre en raison des coups reçus lors de la dernière bataille, tandis que Rokuro se remet relativement rapidement. D'autre part, Aruma parle à Seijin et au vieil homme et révèle qu'il a en réalité utilisé Kuranashi pour le tuer, afin de pouvoir effectuer le rituel de poursuite des âges. Grâce à lui, il a réussi à séparer son âme de son corps et il a voyagé 1000 ans en arrière à l'époque d'Abe no Seime. Là, il a appris pourquoi il a créé Magano dans le groupe des exorcistes et des gardiens, et il a découvert la véritable nature des impuretés et des humains. Il s'avère qu'il existe 2 énergies, l'énergie yin, qui détruit tout, et l'énergie yang, qui crée tout. Et le monde a besoin d'un équilibre entre les deux pour exister en harmonie. Abe no Seime a découvert que l'énergie yin provenait des émotions négatives des gens, et elle grandissait à un point tel qu'elle détruisait le monde réel à travers des malédictions et des impuretés. C'est pourquoi il a créé Magano. Mais l'énergie yin s'est révélée être bien plus que ses attentes, et elle continuait de croître. Pour combattre cela, il a créé les 12 familiers à partir de l'énergie yang et a accordé leur pouvoir aux personnes qui deviendraient les 12 gardiens. Après cela, il a formé le groupe des exorcistes autour d'eux, avec pour but de maintenir cette harmonie en purifiant les impuretés qui traversent ce monde. Ensuite, il va parler à Rokuro et lui raconte ses origines. Il explique qu'Abe no Seimei a créé un autre être à partir de l'énergie yin, dans le but de tuer toute l'humanité au cas où elle ne se réformerait pas et déciderait d'emmener ce monde à sa ruine. Cet être est nommé le roi du cataclysme, et Rokuro est ce roi. Il dit ensuite à Rokuro qu'il devrait donner naissance à Miko, ce qui permettrait à son énergie yin de se mélanger à l'énergie yang de Benyo,
Cela devrait neutraliser sa position en tant que roi du cataclysme. En entendant cela, Rokuro répond qu'il comprend la position dans laquelle il se trouve, mais qu'il ne peut jamais laisser Benyo épouser un monstre comme lui, et il s'enfuit. Plus tard, il rencontre Yuto à l'extérieur, qui dit qu'il s'ennuyait d'attendre et qu'il détruirait le monde s'il ne se dépêchait pas. Rokuro décide alors de rompre avec Benyo, espérant ainsi l'éloigner et la protéger de cette manière. Il part ensuite combattre Yuto tout seul. Cependant, tout cela se passe alors que Benyo est sur le point de confesser son véritable amour pour Rokuro. Mais elle se retrouve face à une rupture, et elle reste là avec des mots durs de Rokuro, qui s'éloigne en disant qu'elle était un fardeau lors de leur dernier combat. Après avoir laissé Benyo derrière lui, Rokuro se rend à la Chambre des Ténèbres pour rencontrer Yuto et commence immédiatement à se battre contre lui en enchantant son bras. Ils échangent tous deux quelques attaques, mais Yuto ne subit aucun dommage et commence bientôt à le submerger. Pendant leur combat, Rokuro lui demande pourquoi il faisait tout cela et quelle était même son objection active. Yuto explique que, depuis son enfance, il s'ennuyait profondément de sa famille inutile et de son professeur bavard. Il n'a jamais pensé à se faire des amis. Mais, pour une raison quelconque, Rokuro l'a toujours attiré. Après avoir appris tout d'Abe no Seimei, il a compris son véritable but, et c'était d'être gay. D'accord, c'était une blague. Mais il dit que son but était de combattre Rokuro. En réalité, Abe no Seimei avait toujours prévu que ce monde prenne fin, et c'est pourquoi il a créé Rokuro, puis a recommencé à se battre contre lui. Il dit qu'il aurait besoin de lui pour se prendre au sérieux, sinon cela ne serait pas amusant, et se transforme en sa forme démoniaque. D'autre part, Rokuro révèle qu'il a demandé à Haruma de placer un sceau sur son cœur qui l'arrêterait au cas où il deviendrait fou et deviendrait le roi du cataclysme. Avec cette sécurité, il libère autant de son pouvoir qu'il peut sans perdre conscience et se transforme en sa forme d'impureté blanche. Avec cela, les deux titans commencent à se battre et Rokuro s'avère être plus fort que Yuto. D'autre part, nous voyons Haruma confronter son attendant, qui s'avère être la réincarnation d'Abe no Seimei. Tout cela était selon son plan, car il voulait détruire ce monde et créer un nouveau monde sans aucun mal. Quand il a planté l'arbre barrière, il a programmé de telle manière que toute l'énergie négative se concentre et donne naissance au roi du cataclysme nommé Rokuro. D'autre part, l'énergie Yang se rassemblerait dans la famille de Benyo et donnerait naissance à la fille avec une énergie Yang concentrée. Cependant, le destin a joué ses cartes et a donné naissance à des jumeaux au lieu de Benyo seul. Et pour contrebalancer son énergie Yang, son frère est devenu l'incarnation d'une énergie Yin égale. Cela a fait de lui une pauvre copie de Rokuro, et après avoir synchronisé son corps, il a dû réaliser ce fait et veut combattre Rokuro pour prouver sa valeur. De retour dans le Magano, Rokuro parvient à vaincre Yuto et s'éloigne, disant qu'il perdrait bientôt toute son énergie spirituelle. Yuto le regarde et dit qu'il détruirait tous ses amis avant que cela n'arrive, ce qui le met en colère au-delà des limites, le faisant perdre le contrôle et se transformant en roi du cataclysme avant de le mettre à terre une bonne fois pour toutes en le transformant en baignard. Et c'est à ce moment-là que nous voyons s'effet se sculpter du roi destiné à détruire tout. Après avoir vaincu Samselek et s'être transformé en roi des fées sculptées, Rokuro se lève et commence à absorber l'énergie spirituelle de tous les mâles bêta et des perdants faibles du monde entier. Il les transforme en statues de pierre, comme les 12 gardiens. Abe no Seimei se tient à ses côtés et révèle que son véritable objectif, en ce moment, est de ressusciter son véritable corps de patron. Pour cela, il a besoin de toute l'énergie yin de Rokuro, ainsi que de celle de milliards de personnes dont il absorberait l'énergie. Après cela, il cristalliserait tout et s'unirait à Benyo pour obtenir toute son énergie yang également. Avec cela, il pourra ressusciter dans son corps d'origine et créer un nouveau monde où le mal et les émotions négatives n'existent pas, et où les gens ne ressentent que le bonheur. Pendant ce temps, Benyo se réveille et se précipite vers le géant roi des fées sculptées, lui demandant de rendre Rokuro. Abe no Seimei descend en volant et lui explique son plan. Il dit que s'unir à elle signifie en réalité l'épouser et avoir des relations avec elle. Il ajoute que si elle promet de venir avec lui, il rendra Rokuro à son corps d'origine. Il explique également que cette concentration d'énergie yin et yang n'était pas destinée à donner naissance à des humains comme Rokuro et elle, mais que le destin a décidé que ce serait ainsi. Il s'excuse donc de leur avoir causé cette peine. Il lui montre même son monde idéal, mais elle répond qu'elle ne veut pas vivre dans un monde aseptisé de robots sans émotion. Cependant, elle décide d'aller avec lui s'il tient sa promesse de transformer Rokuro. Ainsi, le rituel de sa résurrection commence pendant que Rokuro se réveille dans un temple à côté d'Ariyama. Ariyama lui explique tout et il décide de se diriger vers l'immense arbre au centre de la ville, accompagné de ses amis, pour sauver Benyo. Sur leur chemin, ils l'aident tous avec leurs enchantements et sacrifices, et le poussent vers le sommet de l'arbre car il est maintenant leur seul espoir. Arima aide également en donnant à Rokuro toute son énergie spirituelle restante, ainsi que des enchantements de renforcement de pouvoir. Avec toute leur aide, Rokuro atteint le sommet, où il trouve Benyo scellé à l'intérieur d'un cristal. Il essaye de la libérer en utilisant un enchantement de destruction de barrières qu'il a reçu d'Arima, mais cela ne fonctionne pas. Cependant, il a encore un plan en tête. Il sort une pince à cheveux que Benyo a laissée derrière elle pour lui. Il s'avère qu'elle soupçonnait qu'elle pourrait être scellée à l'intérieur d'un cristal après avoir vu le vrai corps d'Abe no Seimei scellé à l'intérieur d'un cristal similaire.
Pour rendre la faiblesse du sceau cristallin plus efficace, elle a décidé de lier ses deux pinces à cheveux avec un fil d'énergie spirituelle, et a laissé une pince derrière, dans l'espoir que Rokuro vienne la sauver avec le fil reliant les deux pinces. Le cristal qui s'est formé autour d'elle avait un petit trou de la longueur du fil, mais c'était largement suffisant pour que Rokuro concentre toute son énergie là et le brise. Pendant ce temps, Haruma se dirige vers la section médiane d'Ame no Miyashiro, où Abe no Seimei se tient. Il dit qu'il est là pour l'arrêter de se mettre en travers du chemin de Rokuro. Mais Seimei répond qu'il n'a même pas besoin de s'en soucier, car il n'y a rien qu'il puisse faire, même s'il la libère. Il regarde ensuite Haruma et dit qu'il lui reste à peine de pouvoir magique, et comment il pense qu'il va réussir à l'arrêter de faire quoi que ce soit. Haruma essaie de faire le grand et invoque un immense dragon avec toutes ses forces, mais Seimei utilise la même technique et invoque un dragon encore plus puissant pour l'affronter. Il détruit son dragon, puis commence à battre Haruma. Mais soudain, Kamui surgit de nulle part et dit qu'il est venu là en sentant quelqu'un de fort. Après cela, ils commencent tous les deux à se battre contre Seimei et son dragon, mais ils se font battre sévèrement. Après avoir réglé leur cas, Seimei se dirige vers le sommet de l'arbre et rencontre Rokuro et Benyo. Il explique qu'il a déjà pris l'énergie Yang de Benyo pendant qu'elle était dans le cristal, car il soupçonnait qu'elle se rebellerait contre lui. Et avec toutes les préparations faites, il peut maintenant activer la technique qui provoquerait la naissance du nouveau monde. La première étape du sort était l'extraction de toute l'énergie yin des gens, et dans la deuxième phase, il recouvrirait tous les humains restants d'énergie yang, créant ainsi un monde peuplé uniquement de personnes avec une énergie yang forte. Rokuro et Benyo essaient d'arrêter la deuxième étape en frappant le cœur de l'arbre avec leur énergie spirituelle, en utilisant la résonance, mais cela s'avère insignifiant. Il parle à Seimei de ses vues sur le monde et il dit qu'il avait placé son espoir dans l'humanité mais qu'elle l'a déçu. Il a attendu 1000 ans pour qu'elle abandonne la négativité et soit plus positive. Mais la négativité n'a fait que croître. Le fait que Rokuro se soit réveillé en tant que roi du cataclysme en est la preuve. Après cela, il endort Rokuro et Benyo avec une attaque et leur dit d'abandonner, car il n'y a rien qu'ils puissent faire pour arrêter cela. Alors qu'ils sont inconscients, Seimei se synchronise avec leur conscience et leur fait entendre la voix de tous ceux dont l'énergie spirituelle a été volée, y compris les 12 gardiens. Ils utilisent tous la technique du Talk no Jutsu et des conférences motivationnelles pour les encourager et les faire se relever afin d'empêcher ce sort d'activer les exorcistes des étoiles jumelles. Se lever, et cette fois résonne avec l'anneau de Miyashiro et l'énergie spirituelle de tous ceux qui s'y trouvent. Faire cela leur permet d'inverser le sort et de rendre toute l'énergie yin et yang volée à ses propriétaires d'origine. Seimei regarde ce résultat, rit et dit que cela doit être la volonté des cieux et qu'il attendrait encore 1000 ans, plaçant sa foi dans l'humanité. Rokuro et Benyo disent qu'ils pousseraient également ce monde vers la positivité, afin qu'il n'ait pas à le détruire à nouveau dans un millénaire et lui disent au revoir. Avec cela, la bataille pour sauver leur monde de la destruction se termine pour les exorcistes et tout le monde obtient une fin heureuse pour le moment.